m'entendez bien. Avant d'ouvrir le séminaire, enfin le webinaire et entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis le nouveau directeur commercial de la région, arrivé à COFAS pendant cette période troublée. Je suis ravi d'avoir l'occasion de me présenter, même virtuellement, aux clients, courtiers partenaires, banquiers présents à cette conférence, mais aussi à toutes les entreprises intéressées de savoir comment COFAS est présent pour les accompagner tout au long de cette crise. J'ai la chance d'arriver dans une société solide, à l'écoute et avec des collaborateurs engagés, mobilisés auprès de toutes nos parties prenantes. Comme vous le savez, la gestion des risques, leur prévention est au cœur de l'ADN de COFAS. Cette expertise, nous avons le devoir de la partager avec les entreprises, avec vous, pour vous aider à traverser cette période de turbulence économique. COFAS accompagne déjà plus de 50 000 entreprises dans son pays, un réseau international sans égal. Et nous disposons d'informations sur près de 80 millions d'entreprises dans 200 pays. Cela nous permet d'analyser les risques de manière granulaire et de proposer des solutions ciblées. Pour compléter notre dispositif de prévention des risques, nous travaillons en étroite collaboration avec la recherche économique, représentée aujourd'hui par Bruno de Moura Fernandes, économiste pour la région Europe de l'Ouest, qui va nous parler du redémarrage économique des entreprises en Europe et en France, avec l'assouplissement des règles de confinement dans la plupart des pays européens. Une reprise progressive et partielle qui ne gommera pas les effets du confinement sur la croissance mondiale. Et Frédéric Vissoc, directeur des risques COFAS pour la région Europe de l'Ouest, fera un point sur le redémarrage de l'activité qui ne sera pas le même pour toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Puis, Christelle Rougier, directeur de l'information COFAS pour la région Europe de l'Ouest, vous parlera des aides gouvernementales CAP et CAP+, mises en place pour soutenir les entreprises françaises. Et enfin, François Miroir, directeur des services d'information pour la région Europe de l'Ouest, nous dira quels autres leviers peuvent être actionnés pour vous accompagner dans la reprise, notamment l'information d'entreprise qui permet d'anticiper les risques. Pour ma part, je vous retrouve à la fin de leur présentation où nous serons tous disponibles pour répondre à vos questions. Merci pour votre présence. Bruno, je te passe la parole. Merci Guilherme. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc, pour la partie économique, il y a un mois et demi de cela, lors du premier webinaire, on avait évidemment insisté davantage sur le choc économique, sur la crise créée par le Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons essayer, tout d'abord déjà de voir les premières données réelles sur l'ampleur de ce choc, mais très vite, on va passer sur la reprise. C'est ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, encore une fois, on reprend, comme toujours, ces graphiques-là avec, une fois n'est pas coutume, puisqu'évidemment, d'habitude, on ne commence pas forcément une présentation économique par des données sanitaires et de décès, mais évidemment, à partir du moment où on fait face à une crise sanitaire, savoir où on en est au niveau de cette crise sanitaire est fondamental pour savoir où on en est ensuite en termes économiques. Et évidemment, cela ne nous a pas échappé. Le pic de la première vague, en tout cas, est derrière nous et il est derrière nous dans la plupart des pays occidentaux. Vous le voyez partout en Europe, et au Royaume-Uni, même si le niveau reste encore un peu plus élevé, et puis aux États-Unis également. Maintenant, les principaux points d'inquiétude, dirons-nous, sont plutôt, vous le voyez, en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil ou au Mexique. Bon, évidemment aussi, on a la question en Argentine, même si avec moins de décès, on a une courbe qui progresse. Mais globalement, vous le voyez, donc en France, normalement, la première vague est derrière nous, et puis il semblerait que pour cet été, les conditions devraient rester, on va dire, sous contrôle avant une potentielle deuxième vague. On en reparlera ensuite à l'automne, mais on va dire que le premier choc est passé. Le premier choc est passé, comme vous le savez, grâce, et ça a été le cas dans tous les pays d'Europe et puis aux États-Unis également, grâce à des mesures de confinement. Donc, les mesures de confinement extrêmement strictes ont évidemment pesé sur l'activité. On l'avait dit lors du précédent webinaire, les mesures de confinement sont un choc à la fois de demande, dans la mesure où
les ménages ne peuvent plus consommer, ne peuvent plus sortir. Et puis en même temps, on a également sur les entreprises, dans la mesure où les entreprises doivent fermer, ou en tout cas s'adapter aux nouvelles conditions. Et donc, mécaniquement, on a un choc d'une ampleur absolument inédite. Et vous le voyez ici, sans grande surprise, on a une corrélation tout à fait négative entre la sévérité des mesures de confinement et la croissance du PIB. Donc ici, ce sont les chercheurs de l'université d'Oxford qui ont cherché à essayer de comparer au niveau international les réponses des différents gouvernements au niveau mondial à la crise du Covid, avec donc vous voyez des mesures plus ou moins sévères, plus ou moins strictes sur la moyenne au premier trimestre. Et vous le voyez, évidemment, les pays qui ont été le plus affectés au premier trimestre, et notamment la Chine, où la pandémie a commencé, mais également en France, en Italie ou en Espagne, évidemment, ce sont les pays qui ont vu leur croissance diminuer le plus. On a des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni où ça a commencé un peu plus tard. Et donc, mécaniquement, l'impact, vous voyez, est moins important. Mais par exemple, au Royaume-Uni, et on le verra ensuite, l'impact devrait être bien plus fort qu'au deuxième trimestre ailleurs, dans la mesure où le confinement a commencé au 24 mars, mais où les commerces non essentiels sont encore fermés jusqu'à lundi prochain. Et vous le voyez en France, donc moins 5,3%. C'est une chute qui est quasiment sans précédent. La dernière fois, on a eu un chiffre aussi important, c'était au deuxième trimestre 1968, avec, bon, vous le savez, tous les événements liés à mai 68. Mais sinon, par exemple, au moment de la crise 2008-2009, on était autour de moins 1,5%, alors même que, vous le voyez, on n'a eu que 2 semaines de confinement. Donc, pour le deuxième trimestre, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre de moins 15, moins 20%. Donc, c'est évidemment absolument gigantesque. Mais si tout de suite l'on passe sur la reprise, on a ces données extrêmement intéressantes de la part de l'INSEE, qui a toujours d'ailleurs été à la pointe, même au moment de la crise, des essais sur les estimations de perte d'activité, de perte de consommation. Ici, les chiffres que vous voyez sont par rapport à une situation normale. Et donc, vous le voyez, dans à peu près l'économie française était à moins 35%, moins 33%, moins 32% de son activité par rapport à une période normale tout au long du confinement, avec certains secteurs comme la construction, dont 90, quasiment 100% des sites de construction donc étaient fermés. Vous le voyez, ça rebondit, mais au final, ça reste assez faible. En effet, l'économie française a repris, mais au moment, donc dans les 2 semaines post-confinement, post-déconfinement, on a toujours une économie à peu près à moins 21% de son rendement normal. Donc ça reste, on va dire, une progression de 10, 12, 13 points par rapport au niveau du confinement, mais on reste toujours sur des niveaux nettement inférieurs à ce qu'on aurait vu en temps normal. Par rapport à l'industrie, par exemple, évidemment, cela recoupe différentes dynamiques. On a un secteur industriel, évidemment, et d'ailleurs Frédéric reviendra dessus après, n'est pas homogène. On a des secteurs comme le matériel de transport, donc soit aéronautique ou automobile, où on a toujours une activité qui est environ 50% inférieure à ce qu'elle ne serait ou à ce qu'elle était en temps normal. Elle aussi a progressé de 15 à 20 points, vu qu'on était au moment du confinement à moins 70%, mais on reste toujours sur des chiffres extrêmement négatifs. Et c'est également le cas dans les services. Dans les services, vous voyez, on est à moins 30% à peu près, mais il y avait au cours des 2 semaines post-confinement toujours hôtellerie et restauration qui étaient à moins 90%, et puis les transports qui étaient aussi très affectés. Et puis, si on se penche sur la consommation, on a certes un rebond, mais encore une fois, si on regarde le total, on reste toujours sur des niveaux inférieurs à la normale, alors même que, justement, on aurait pu s'attendre à un rattrapage direct au moment où les gens sortent du confinement, se jettent sur les biens à consommer. Alors évidemment, et on l'avait déjà dit il y a 1 mois et demi, le confinement laisse des traces en termes économiques, dans la mesure où les Français ont perdu du pouvoir d'achat sur cette période-là, avec évidemment les mesures de chômage partiel qui ont permis de limiter la casse, avec, on sait, 84% du salaire net versé aux employés en chômage partiel. D'ailleurs, d'après les premières estimations de la DARES, environ un tiers des salariés de l'emploi total donc, a effectivement été au chômage partiel au mois d'avril. On a eu environ 2 tiers des entreprises qui ont demandé
l'autorisation de pratiquer le chômage partiel, mais à peu près la moitié d'entre elles l'a effectivement mise en place. Mais quoi qu'il en soit, on a donc un pouvoir d'achat qui a été rogné sur cette période-là. Et puis, ensuite, il y a toute la question de la confiance des ménages. En effet, on sait très bien qu'on aura toujours, et notamment je l'avais évoqué sur cette potentielle seconde vague, on a toujours cette épée de Damoclès qui, on va dire, crée une incertitude chez les consommateurs. Est-ce qu'ils vont devoir retourner en chômage partiel en septembre ou en octobre? Est-ce que l'économie va encore tourner au ralenti? Si oui, dans la mesure où probablement il y aura une hausse du taux de chômage estimé par le gouvernement autour de 12% en fin d'année contre 8% actuellement, ça fait beaucoup d'incertitudes du côté des consommateurs. Et donc, même si on a, vous voyez, un rebond d'ailleurs plus fort que celui de l'activité, avec certains secteurs qui en bénéficient davantage, et notamment dans l'électronique, mais aussi par exemple textile et habillement, même si on part de très bas, il y aura toujours, encore une fois, cette grande incertitude qui va peser sur la consommation et qui va expliquer ensuite notre scénario d'une reprise très partielle. Et puis, il y a un autre côté, celui des entreprises. En effet, donc, je l'ai dit, on a cette incertitude qui va peser probablement sur la consommation des ménages. Les ménages vont laisser une épargne de précaution. Ils ont constitué une épargne parce qu'ils n'ont pas pu consommer, mais ils vont piocher seulement partiellement dans cette épargne. Le reste sera de l'épargne de précaution en cas de coup dur et de seconde vague. Et puis, du côté des entreprises, vous le voyez, on a cette étude, cette enquête très intéressante de BPI France notamment, où on a demandé aux PME, ici sur cette étude-là, on parle aux PME. Vous le voyez, on a seulement un tiers des PME environ qui confirme, qui maintient ces projets d'embauche ou d'investissement pour cette année. Le reste sera, vous le voyez, soit annulé, soit majoritairement reporté. Cela veut dire que tout simplement, on devrait avoir une hausse du taux de chômage puisque au-delà des licenciements qui auront lieu, mais qui pour l'instant d'ailleurs sont quasiment inexistants, on aura des nouveaux entrants sur le marché du travail qui vont avoir du mal à trouver un emploi, car les embauches en période d'incertitude évidemment sont gelées. Et puis, moins d'investissement sur le moment, ça veut dire simplement une croissance inférieure. Et puis même ensuite, à moyen terme, cela se paye. Mais globalement, vous le voyez, on a des entreprises qui elles-mêmes disent, cette fois, le problème, ce n'est plus d'avoir du mal à trouver de la main-d'œuvre comme c'était le cas notamment en 2018-2019, mais c'est tout simplement un environnement trop incertain, des débouchés extrêmement incertains, on ne sait pas comment vont réagir les consommateurs, et puis évidemment des contraintes de trésorerie, et c'est notamment pourquoi notamment le gouvernement a annoncé, bon, tout d'abord, l'étalement sur 36 mois du paiement des cotisations sociales qui sont dues pour les 3 premiers mois du confinement, et puis également pour certains secteurs, on a une annulation de ces charges sociales. Donc on essaye d'alléger les contraintes de trésorerie, mais vous le voyez, pour les entreprises, ça va également être difficile de revenir directement à la normale dès les prochains mois. Et c'est pourquoi ici je vous présente donc notre scénario, un scénario qui je pense est sans grande surprise en réalité, avec, vous le voyez, entre le troisième trimestre 2020 et puis le deuxième trimestre 2021, donc au cours des 3-4 prochains trimestres, on a des mesures qui continuent d'être levées progressivement et on arrive à éviter une deuxième vague. Alors évidemment, on ne peut pas écarter, dans la mesure où nous sommes économistes et puis même chez les experts en la matière, évidemment beaucoup de mal à garantir qu'une deuxième vague sera évitée, mais on pense que dans la mesure où désormais nous avons des outils évidemment et que nous sommes préparés, on devrait pouvoir éviter une seconde vague ou en tout cas on devrait pouvoir éviter un confinement aussi drastique et un arrêt total encore une fois de l'économie, même si on pourrait avoir évidemment un rebond de l'épidémie à l'automne. Et puis ensuite, alors ça aussi c'est extrêmement hypothétique, la découverte potentielle d'un vaccin courant 2021. Et puis évidemment, à partir du moment où on aurait un vaccin qui serait administré à large échelle ou un traitement extrêmement efficace, alors là, tout de suite, on devrait avoir un élan de confiance et puis un rattrapage un peu plus rapide avec une confiance des ménages qui repartirait fortement et qui permettrait encore une fois de retrouver cette perte d'activité à condition que, et c'est justement là tout le but des interventions des gouvernements et notamment en Europe, à condition qu'on n'ait pas trop de
chômage à ce moment-là, à condition que on n'ait pas trop d'entreprises qui sont en procédure de défaillance. Le but est vraiment de mettre l'économie en coma artificielle afin de, une fois la pandémie sous contrôle, repartir complètement. Mais vous le voyez, malgré tout, et c'est justement tout le but de ce graphique en bas, sur le scénario principal France, on a une reprise en coche, dirions-nous, avec, vous voyez, une chute du PIB ici en termes trimestriels au deuxième trimestre, premier puis deuxième, et puis ensuite on a un rebond, mais vous voyez, très progressif en fait. Et fin d'année 2021, on n'arrive toujours pas au niveau de fin 2019. Alors même que, vous allez voir, on va avoir une belle croissance en 2021, mais la magnitude, l'ampleur du choc est telle en 2020, et notamment sur les 2 premiers trimestres, qu'au final, il faudra peut-être attendre même mi-2022 afin de retrouver justement le niveau qui était celui du PIB de fin 2019. En cas de scénario de risque, en cas de deuxième vague de la pandémie, et si on est obligé de mettre à nouveau en place des mesures de quarantaine, alors là, vous le voyez, on aurait un PIB qui continuerait de plonger et puis ensuite un rattrapage qui serait encore plus lent. Évidemment, on serait encore plus loin du niveau attendu en fin 2021 de celui fin 2019. Et si l'on regarde au niveau mondial, globalement, on est aussi sur ce scénario-là. Donc, ce n'est pas un scénario qui est propre à la France. Vous voyez, on prévoit donc une chute du PIB en 2020 au niveau mondial, une chute bien plus marquée qu'en 2009. Donc, encore une fois, on parle d'un choc d'une magnitude absolument sans précédent, en tout cas en temps de paix. Mais ensuite, et justement parce que c'est un choc qui est exogène, qui est dû à une situation sanitaire, ensuite, 2021, on devrait avoir, dans la mesure où la pandémie devrait être davantage contrôlée, alors on devrait avoir un beau rebond de la croissance du PIB, plus 5,1%. Mais encore une fois, on ne devrait pas réussir à retrouver exactement le niveau de PIB qui était 2019. Et puis, si on regarde pays par pays, les principaux blocs, bon, sans grande surprise, les pays d'Europe de l'Ouest notamment sont les plus affectés. Ils ont été les pays les plus affectés par la pandémie. On a dû y confiner de façon stricte pendant longtemps. Ça a été le cas en France, Espagne, Italie, Royaume-Uni. L'Allemagne, vous le voyez, est moins affectée. L'Allemagne est moins affectée car elle a été moins affectée tout simplement par la pandémie, moins de morts, mais donc on a également eu moins à mettre en place de mesures de confinement strictes. Et puis également, là, vous le voyez, États-Unis, ça va également plonger en termes de croissance. Russie et Brésil, parmi les émergents, seront probablement les plus affectés. On voit qu'au Brésil, la pandémie n'est encore pas sous contrôle. En Russie, il semblerait qu'on ait passé le pic, mais globalement, ce sont des pays qui ont été également très affectés. La Chine et l'Inde, la Chine qui a réussi assez rapidement à contrôler cette pandémie, vous voyez, réussirait tout juste de justesse à maintenir une croissance du PIB positive. Avant, voilà, ce rebond 2021, vous le voyez, on devrait gagner partout, on devrait avoir des progressions de l'ordre de 7, 8, 10%. Alors, dans les pays d'Europe de l'Ouest, insuffisant comme pour la France pour retrouver totalement ce qu'on a perdu en 2020. Donc, on devrait attendre 2022 un peu partout pour retrouver cette croissance-là. Et puis, donc, ensuite, juste pour finir, comment cela va se traduire en termes de défaillance? Alors, tout d'abord, ici, vous remarquerez, on fait des prévisions d'évolution de défaillance, pas seulement entre 2019 et 2020, mais entre 2019 et 2021. Et cela s'explique par le fait que, notamment dans la plupart des pays européens, et d'ailleurs nous allons publier une étude à ce sujet mardi prochain, on a eu des réformes de la part des gouvernements afin d'éviter une vague de défaillance au moment du confinement. En effet, par exemple en France, on a eu un amendement temporaire du cadre légal des défaillances afin de dire que si une entreprise n'est pas en cessation de paiement au 12 mars, alors jusqu'au 23 août, elle est considérée comme n'étant pas en cessation de paiement. Cela est dû au fait que un chef d'entreprise, comme vous le savez, s'il se retrouve en cessation de paiement, il a 45 jours pour se déclarer et pour donc lancer une procédure de défaillance. Or, justement, pendant le confinement, vu le manque total d'entrée de revenus, on aurait pu avoir des grands problèmes de trésorerie et même des entreprises rentables en temps normal auraient été obligées de
faire une défaillance, de lancer une procédure de défaillance. Donc au final, afin d'éviter ces vagues-là et d'éviter aux entreprises rentables justement d'entrer en défaillance et de, on va dire, briser en quelque sorte le tissu économique, le but ici, c'est juste de reporter ces défaillances-là, de dire pendant le pic de la crise, alors on ne regarde pas le bilan des entreprises, on ne regarde pas leur situation et on remet cela à plus tard. Cela explique donc le fait que, par exemple, en France, à partir du confinement, sur la deuxième partie du mois de mars, on a une baisse de 90% du nombre de défaillances, tout comme au mois d'avril, moins 72% de défaillances, simplement parce que désormais elles sont volontaires. Jusqu'au 24 août, globalement, les défaillances en France, mais c'est également le cas en Espagne, où là c'est juste carrément jusqu'à la fin de l'année 2021, mais également en Italie ou au Royaume-Uni, avec des échéances différentes, ou en Allemagne. Pour l'instant, les défaillances sont volontaires. Et donc, mécaniquement, cela veut dire qu'en 2020, on pourrait avoir sur l'ensemble de l'année au final, ou en tout cas sur les premiers mois, une forte baisse des défaillances, mais cela ne voudra pas dire que ça n'aura pas lieu en 2021. Encore une fois, on peut réformer de façon temporaire et amender de façon temporaire le cadre légal des défaillances, mais cela ne fait que reporter le problème et on devrait avoir justement ces vagues de défaillances. Par exemple, en France, dès le mois de juillet probablement, lorsque certaines entreprises se rendront compte qu'elles ne pourront pas faire face aux perspectives dégradées de l'économie, mais également ensuite, par exemple, en septembre, donc une fois que cet amendement temporaire sera arrivé à expiration. Et puis ensuite, on pourrait également avoir ça sur la deuxième partie d'année, puis même, encore une fois, début 2021. C'est pourquoi nous faisons ces prévisions à un horizon un peu plus large. Et vous le voyez, on a malgré tout, et malgré encore une fois la reprise prévue en 2021, une forte hausse des défaillances entre fin 2021 et 2019. Plus 21% en France. Globalement, vous voyez Espagne plus 22%, Royaume-Uni et Pays-Bas plus 37, quasiment plus 40%, tout comme aux États-Unis, parce que ce sont des pays où les défaillances réagissent très vite à l'activité. En période de contraction, on a une chute, donc on a une chute de l'activité et puis une forte hausse des défaillances dans ces pays-là où la procédure est flexible, elle est peu chère, elle est rapide. Et donc voilà, c'est une vision tout simplement plus libérale que par exemple en France ou en Espagne, où tout de suite, voilà, avec un même niveau de recul de l'activité, on n'a pas une même hausse des défaillances. Vous le voyez au niveau mondial, plus 33% de défaillances, c'est évidemment une hausse très conséquente, mais encore une fois à la hauteur de l'ampleur de cette crise que j'ai évoquée. Cette fois maintenant, je passe la parole à Frédéric Bissoc, qui va donc vous présenter notre politique en termes d'arbitrage, etc. Et puis également secteur par secteur, les plus affectés, et puis également ceux qui reprendront en premier. Bonjour tout le monde, merci Bruno, ça va être un peu plus modeste ma contribution quand même. Alors je ne sais pas si j'ai la main sur Louisa sur le Oui, tu as la main. Ok, parce que j'appuie et il ne se passe rien du tout. Es-tu sûr de m'avoir donné la main? Oui, mais je vais la reprendre. Voilà, je préfère. Ok, donc j'attends. Donc voilà. Peut-être pour reposer un peu le cadre et de faire la jonction avec ce que vient de dire Bruno et puis essayer de se projeter sur l'avenir. Si on synthétise un peu cette crise que nous vivons, puisque nous y sommes encore, comme l'a dit Bruno, c'est quand même une crise sans précédent due à un choc exogène. C'est pour ça qu'il a commencé sa présentation en rappelant les chiffres sur le plan sanitaire, puisque tout est conditionné à la base par la situation de l'épidémie. Et comme on avait parlé lors de la première webconférence, cette situation sanitaire qui s'est imposée à l'environnement économique a poussé à mettre tout le système économique en coma artificiel via le confinement, ce qui a évidemment eu comme conséquence immédiate un effondrement rapide et brutal de l'activité, très très brutal. Les chiffres présentés par Bruno en font foi. Cet effondrement brutal de l'activité, cette crise,
a été multifactorielle puisqu'elle a impacté à la fois l'offre, d'abord en Chine avec les arrêts des usines, mais ensuite rapidement en Europe et aux États-Unis. Elle a touché évidemment également la demande, puisque les personnes se sont trouvées contraintes et ne pouvaient plus sortir, donc ne pouvaient plus consommer. Et elle a eu également un impact sur le cours des matières premières, qui est toujours une chaîne de transmission aussi des crises et qui peuvent amplifier les situations. Elle a été aussi synchrone, puisque même si ça a été intervalle régulier, elle a impacté pratiquement tous les pays, en tout cas les pays de l'hémisphère nord. Aujourd'hui, on voit que ça commence à impacter certains pays de l'hémisphère sud, notamment en Amérique latine. Et in fine, même si les secteurs sont rentrés de façon successive dans la crise, finalement, très peu de secteurs ont été épargnés. La dernière fois, j'avais même dit que certains secteurs considérés comme résilients, comme l'agroalimentaire, avaient pu être aussi impactés par cette crise, moins que d'autres, mais ils avaient été aussi quand même impactés. Alors maintenant, si on se projette un peu sur ce qui va se passer, bon, Bruno a commencé à en parler. Hein. Déjà, évidemment, aujourd'hui, on est dans une phase de déconfinement. Donc, comme tout est conditionné à ce confinement lié à des problèmes sanitaires, le déconfinement entraîne forcément une reprise. Mais cette reprise, elle est plus finalement, elle est assez laborieuse parce qu'elle est plus technique que réelle. Elle n'est pas portée par un surcroît d'activité dû à un cercle vertueux de l'économie. Bruno l'a rappelé, elle est plutôt liée au fait que l'économie s'est tellement effondrée, avec des chiffres selon COFAS, donc une baisse pour l'année 2020 qui serait autour de moins 11,6%. Donc dans d'autres économistes parlent de moins 10% pour la France, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc forcément, quand vous vous effondrez autant en termes d'activité, c'est un peu comme vous touchez le fond de la piscine. Vous ne pouvez pas aller tellement plus bas, donc après, il y a mécaniquement une reprise. Mais c'est plus une reprise technique qu'une reprise réelle. La preuve, c'est que nos économistes anticipent une croissance, alors qui peut paraître certes impressionnante en 2021, de plus 9,7%, si j'ai bien retenu, mais évidemment, ça ne compense pas la perte très importante subie en 2019. Et finalement, il faudra attendre 2022 pour pouvoir retrouver un niveau d'activité qui aura été comparable à 2019. Ensuite, la perte d'activité sur le premier semestre ne sera pas récupérée pour toutes les entreprises et pour tous les secteurs. Il y a certains, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois aussi, il y a certains secteurs dont la perte d'activité durant ces mois de confinement est définitive. Alors, c'est beaucoup les secteurs liés aux services, notamment la restauration, l'hébergement ou à la mobilité. Donc, c'est ces secteurs qui sont rentrés les premiers dans la crise, d'ailleurs, comme le transport, parce que bien évidemment, déjà, les choses ne sont pas revenues à la norme, mais encore en plus, si elles devaient revenir plus ou moins rapidement à la norme, ce qui a été perdu durant ces mois de confinement ne sera pas récupéré. Les personnes ne vont pas aller 2 fois plus au restaurant ou prendre 3 fois plus l'avion pour pouvoir récupérer cette perte. Ensuite aussi, au niveau de l'entrée et de la sortie de cette crise ou de la reprise, finalement, ce seront là aussi plutôt les secteurs qui sont entrés les premiers dans la crise qui seront parfois les derniers à en sortir. Je pense notamment à un secteur comme le transport aérien, qui a été vraiment le premier impacté par le confinement et la crise sanitaire, et qui devrait mettre énormément de temps à retrouver les niveaux d'avant, puisque on parle pour 2020 d'une perte d'activité de 84 milliards de dollars. En 2021, encore une perte de 15 milliards de dollars de l'activité globale du secteur. Et les professionnels dans le transport aérien estiment qu'un retour à la situation antérieure ne serait possible qu'en 2023. On ne parle même plus de 2022, on parle de 2023. Donc là, ça va être extrêmement laborieux. Des secteurs aussi qui ne sont pas forcément entrés les premiers dans la crise, mais qui étaient déjà, sans parler de crise, mais qui étaient déjà dans une situation
de retournement avant la crise ne retrouveront pas non plus des niveaux d'activité élevés assez rapidement. Alors je pense surtout à un secteur dont j'avais parlé la dernière fois, qui est l'automobile. Avec des niveaux d'immatriculation évidemment qui vont s'effondrer en 2020, sachant qu'en 2019, on avait déjà un niveau d'immatriculation qui était autour de 2,7 millions, qui était déjà une baisse par rapport à 2018. 2020, on estime que le niveau d'immatriculation devrait chuter à peu près à 1,8 million et remonter à 2,4 en 2022. Sachez que 2,4 millions d'immatriculations en France en 2022, c'était le niveau des immatriculations en France en 2016. Donc, vous voyez, le retour sera très, très, très progressif. Pareil, il y a certaines entreprises qui étaient déjà fragiles avant la crise, quel que soit le secteur, et d'autres qui étaient en restructuration depuis de longs mois, voire de longues années, un peu portées à bout de bras par des politiques de restructuration pour essayer de leur maintenir la tête sous l'eau, et qui finalement cette crise a été pour elles le coup de grâce. On en trouve énormément d'ailleurs dans des secteurs qui étaient déjà sensibles avant et qui, du coup, compte tenu du confinement, l'étaient encore plus, notamment dans le commerce de détail non alimentaire, et je pense en particulier au textile en France. Vous avez dû voir, la presse en a fait l'écho, quelques défaillances assez retentissantes parce que ce sont des noms bien connus comme la Halle, Orchestra ou Camaïeu. Mais on en trouve aussi dans des secteurs comme celui dont j'ai parlé juste avant, l'automobile, notamment parmi les équipementiers automobiles, puisque là, très très récemment, quand je dis très récemment, c'est ces derniers jours, il y a quelques équipementiers automobiles d'importance qui aussi sont déposé le bilan, notamment comme Inteva ou Japi. Après, pour le reste des secteurs et de l'économie, les difficultés, compte tenu de cette reprise laborieuse, vont être quand même beaucoup devant nous. Déjà pour deux raisons. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué, l'économie est un peu en coma artificiel, a été en coma artificiel, a été perfusée par des aides de l'État, que ce soit des reports de charges, des prêts garantis par l'État et d'autres interventions. Et ces aides n'ont pas vocation à durer éternellement dans le temps. Donc, tôt ou tard, elles devront être débranchées, et à ce moment-là, évidemment, une fois de plus, les entreprises les plus fragiles subiront les premières les conséquences. Mais l'autre raison aussi qui font que les difficultés vont rapidement venir pour certaines entreprises, c'est paradoxalement cette reprise d'activité. Là, c'est un grand classique en termes de solvabilité pour une entreprise, d'analyse de la solvabilité. C'est justement au moment où l'activité reprend qu'une entreprise peut paradoxalement être dans la situation la plus fragile. Pourquoi? Parce que le carnet de commandes se regarnit. Qui dit carnet de commandes dit alourdissement du cycle d'exploitation, le bas de bilan qu'il faut bien financer. Or, ces entreprises vont devoir financer ce cycle d'exploitation à un moment où elles se retrouveront exsangues financièrement, et à un moment où, pour aller chercher des liquidités et un soutien financier, elles présenteront encore en plus des états financiers qui seront particulièrement dégradés. Donc, elles vont avoir énormément de mal à se financer, à financer ce cycle d'exploitation. Donc, il risque d'y avoir, paradoxalement, c'est un grand classique, une augmentation des difficultés, pour ne pas parler de défaillance d'entreprises avec un carnet de commandes plutôt bien rempli. Enfin, j'ai envie de dire que on a parlé de cette crise comme étant une crise multifactorielle qui a touché, ce qui est vrai, l'offre et la demande, je mets à part l'histoire des matières premières. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec le lever du confinement, le problème semble plutôt se concentrer sur un problème de demande qui reste sous contrainte. L'offre est en train de repartir puisque le confinement se lève, sauf que l'offre, c'est une chose, mais si derrière, il n'y a pas une demande qui répond à cette offre, ça ne va pas forcément aider les entreprises. Et la demande pour les mois qui viennent va rester sous contrainte. Bruno en a déjà un peu parlé. Déjà, l'environnement social dégradé ne va pas
inciter les consommateurs à se ruer dans les magasins et avoir une consommation effrénée. On parle d'un taux de chômage qui devrait monter entre 11,5 et 12% d'ici 2021. Et le taux d'épargne pour l'année 2020 devrait atteindre à peu près 22,3%, sachant qu'il est monté, je crois, jusqu'à 35% ces derniers mois. Là où en temps habituel, dans un pays comme la France, qui est déjà un pays où le taux d'épargne est très élevé, il est autour de 15%. Donc tout cet environnement social dégradé va plutôt favoriser l'épargne de précaution au détriment de la consommation, donc au détriment de la demande. Mais pareil, une autre forme de demande, c'est la demande émanant des entreprises elles-mêmes. Alors déjà, avec une demande une consommation en berne, ça ne va pas forcément inciter les entreprises à investir, mais encore en plus, après avoir vécu des mois extrêmement difficiles avec une trésorerie mise sous pression malgré les différentes aides, bien évidemment, à la sortie de la crise, bon nombre d'entreprises vont d'abord privilégier la reconstitution de leur trésorerie aux dépenses d'investissement. Et d'ailleurs, certains spécialistes anticipent une baisse de l'investissement des entreprises d'à peu près 23% en 2020. Et puis, une troisième forme de demande, finalement, là, je suis en train de vous lister les trois grands moteurs de la croissance. Je suis un peu mon économiste de base, désolé Bruno. Mais une autre forme de demande qui va, elle aussi, ne pas forcément pouvoir prendre le relais dans le contexte aujourd'hui, c'est le commerce mondial, qui, lui aussi, a marqué un temps d'arrêt et qui, non seulement à le contexte Covid-19, mais encore en plus, on n'en a pas parlé, mais ce contexte Covid-19 est venu aussi dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui ne favorise pas les échanges commerciaux. Donc, même si le facteur commerce mondial est peut-être un facteur moins prégnant pour un pays comme la France que pour certains de nos voisins comme l'Allemagne, il n'en demeure pas moins que c'est quand même un élément qui tient la croissance, et il ne faudra pas trop compter sur cet élément-là. Donc en fait, tout ça pour dire que finalement, l'enjeu aujourd'hui peut-être pour la reprise, et c'est vers ça certainement que les différents gouvernants, et notamment en France, s'orientent. Aujourd'hui, pour pouvoir relancer la machine, certainement, que l'effort doit être d'abord porté sur le soutien de la demande plus que sur des mesures d'accompagnement de l'offre, puisque ça, de toute façon, l'offre ne repart de facto, puisque les forces productives sont libérées, mais repartira d'autant plus que si derrière une demande existe et si elle est soutenue. Et à ce sujet, une petite statistique aussi qui est toujours intéressante pour dire qu'il risque d'y avoir là aussi un problème en termes de demande sur ce secteur dont je parlais tout à l'heure qui accumule un peu les difficultés en ce moment et qui est l'automobile, ne serait-ce que pour la France. Comment peut-on imaginer que ce secteur puisse repartir franchement en 2020 lorsqu'on sait que 400 000 voitures attendent en France sur les parkings de trouver acquéreurs, ce qui représente à peu près un tiers de la production automobile française. Donc, bien évidemment, il y a certains d'ailleurs constructeurs qui l'ont bien compris, comme Peugeot, qui ont mis un peu le haut là sur la reprise de leur chaîne de production, puisque ça ne sert à rien d'empiler des stocks de voitures sur les parkings si elles ne prennent pas preneur. Donc vraiment, je pense que la clé de la reprise ne va pas être forcément un effort sur le côté de l'offre, c'est d'abord un effort sur le côté de la demande pour pouvoir la relancer, puisque là, pour l'instant, il y a toujours énormément de freins à sa reprise. Et pour faire une transition avec Christelle, bien évidemment, l'un des moyens aussi de mettre un petit peu d'huile dans le rouage et favoriser cette reprise, c'est des mesures d'accompagnement sur le crédit fournisseur, et notamment ça passe par des mesures de soutien de l'industrie de l'assurance crédit qui a une part assez prépondérante dans l'accompagnement des fournisseurs, donc avec les mesures qui sont actuellement en train d'être négociées avec l'État. Et je passe donc la main à Christelle. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez? Oui, je crois. Bonjour, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle Rougier et comme l'a dit Guillaume, je suis actuellement directeur de l'information
mais ayant eu plusieurs métiers chez COFAS, je pense que c'est pour ça qu'on m'a laissé la mission de participer aux discussions du CAP et de les mettre en place. Alors avant, je sais, oui, elle m'a donné la main, tout va bien, je peux les passer. Alors avant de revenir un peu sur le détail, je pense qu'il est important de revenir sur quelques dates. En fait, on a été confiné autour du 18 mars, mais en fait, la première date où on a commencé à négocier avec l'État est le 13 mars. Le 13 mars, c'était une première réunion que nous avons eue à Bercy, sur lequel n'était pas encore prévu finalement que la France allait être confinée complètement. En tous les cas, on commençait à nous parler de mesures d'accompagnement et on commençait à nous dire qu'en 2008, il y avait eu des dispositifs qui étaient déjà des dispositifs CAP et qu'un jour, peut-être, il allait falloir les remettre en place. Donc ça, c'est la première date. Ensuite, il y a une autre date qui était, donc entre, on va dire, le 13 mars et le 27 mars, on a eu beaucoup de discussions au sein de la Fédération française des assurances, qui est notre fédération de référence, avec le Trésor, avec nos réassureurs. Et puis, comme il y avait beaucoup de dispositifs dans d'autres pays étrangers qui n'étaient pas exactement les mêmes dispositifs que souhaitait la France, chacun s'exprimait. Donc, nous étions, nous, COFAS, plutôt dans une expression de dire faisons simple, faisons pas cher, faisons facile. Et puis, les mesures qui avaient été mises en place en 2008, peut-être qu'on peut faire encore autre chose. Il s'avère qu'il a été décidé autrement par l'État et le 27 mars, on nous a expliqué, c'était une date un peu importante, on nous a expliqué qu'il fallait remettre en place les mesures qui avaient été mises en 2008 et donc remettre en place un CAP plus, dont je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants, et un CAP France Export. Donc, dans ce schéma à plusieurs couleurs, en fait, il est assez simple de lecture. En fait, on a dans une colonne bleue tout ce qui est les cas de réduction et de résiliation et tout ce qui est les cas de refus. Donc, ça veut dire que ce schéma est bien un schéma qui est en cas de réduction de l'assureur crédit ou de résiliation. Donc, il y a plusieurs entrées. Donc, le sous-jacent de tous ces schémas, de toute façon, c'était un support de l'industrie française. Donc, elle n'est bien que pour des assurés français et tout particulièrement pour tout ce qui était TPE, PME jusqu'à l'ETI. Les grandes entreprises, à ce jour, je dis bien à ce jour, sont exclues du dispositif. Donc, premier cas, vous êtes une entreprise française et donc, alors, je vais me le faire autrement. Premier cas, nous sommes un assuré français et nous vendons sur le domestique. Donc, vous êtes sur la ligne entreprise française. En cas de réduction, vous avez un produit qui s'appelle CAP. En cas de résiliation, vous avez un produit qui s'appelle CAP+. Tout ça, c'est fait par l'intermédiaire d'une réassurance et notre assureur à tous les assureurs crédits en étant la CCR. L'éligibilité des assurés est totale à partir du moment où on est sur le marché domestique. Donc, nous couvrons tous les assurés français. Bien entendu, il faut qu'ils aient un contrat d'assurance, et notamment un contrat d'assurance signé avec COFAS France. Nous n'assurons pas les autres pays de COFAS. Il faut que la société soit immatriculée en France et on couvre également les DOM. En termes d'acheteurs, nous couvrons, donc un assuré français peut être couvert par un dispositif CAP ou CAP+, pour tous ces acheteurs, à l'exception, pas aujourd'hui, d'acheteurs dits grandes entreprises, c'est-à-dire un acheteur qui aurait un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard ou un bas de bilan, c'est pas écrit 2 milliards ou plus de 5 000 salariés, ne serait pas éligible à ce dispositif. Il faut également, puisqu'on couvre vraiment de la production française, que la part française de sa production dans son chiffre d'affaires soit qu'il y ait au moins 20% de part française, et aussi ce dispositif exclut les acheteurs qui ont moins de 2 ans d'existence. À l'export, donc on a un autre réassureur qui est la BPI. Donc là, ils ont voulu un petit peu complexifier le sujet puisqu'on est un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que là, nous ne couvrons pas tous les assurés. Seuls les assurés qui sont TPE, PME, ETI sont couverts. Les assurés du grand compte qui auraient un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard ne sont pas couverts à ce jour. Donc, les produits s'appellent CAP France Export en cas de réduction, CAP plus France Export en cas de résiliation. Ces produits sont bien des produits avec des noms marketés. Vous les trouvez chez COFAS, vous les trouvez chez les autres assureurs. Nous avons tous les mêmes noms. Et nous avons là, pour le coup, sur l'export, assez peu d'éligibilité puisqu'il faut encore que la part française soit supérieure et au moins 20% de part de production française et évidemment, il faut que les acheteurs soient immatriculés. Alors,
Voilà. Les caractéristiques en fait de ces schémas. Donc, ce sont en fait des sortes de top cover. Alors, on a bien des schémas où l'assuré paye une prime et nous sommes finalement distributeurs pour le compte de l'État. La durée de toutes ces garanties sont des durées de 3 mois, sans rétroactivité. La spécificité donc de CAP+, qui est donc en cas de résiliation sur un acheteur français, est en fonction de la classe de risque. Donc, pour des acheteurs qui seraient compris entre un drap, donc COFAS 2 à 4, en cas de résiliation, ils pourraient avoir une couverture de 100 000 euros. Et pour les acheteurs de drap 5, 200 000 euros. Au niveau de CAP France Export, donc la partie acheteur-export, là, c'est une autre échelle de risque. On est à 250 000 euros pour les draps de 2 à 4 et à 500 000 euros pour les draps de 5 à 10. Donc, le renouvellement ne se fait pas par tacite reconduction. À l'expiration, le client a la possibilité de nous demander à nouveau une couverture CAP ou CAP+, et qui repart pour 3 mois. La durée maximum de crédit, elle est appliquée à celle du contrat. Et la restriction qui est quand même assez importante, la restriction qu'il faut bien prendre en compte, est que nous ne pouvons couvrir que des factures et des livraisons qui auraient lieu après le 6 avril, sachant que vous verrez, nous avons ouvert le dispositif au 23 avril. La quotité garantie, alors pour CAP et CAP France Export, c'est-à-dire en cas de réduction est de 90%, et la quotité pour CAP et CAP Plus France Export de 80%. Les limites de décaissement ne sont pas les mêmes en fonction des réassureurs. En fonction du schéma français, c'est-à-dire avec la CCR, nous avons au final une limite de décaissement de 6 millions par assuré, soit 3 millions pour les réductions CAP, 3 millions pour le CAP+. Au niveau de l'export, aujourd'hui, la limite de décaissement est de 3 millions pour les deux produits. Le taux de réassurance, alors, le taux de réassurance montre qu'il est complètement rétrocédé à la CCR à 100% pour les produits domestiques CAP et CAP France Export. Et pour les produits où nous résilions, nous conservons nous 5% de risque et nous rétrocédons 95%. Alors, comme je vous ai donné des dates, vous pouvez comprendre qu'à partir du 27 mars, et on nous a dit qu'il fallait le faire, nous avons été extrêmement bons élèves. Par contre, ça n'a pas été quelque chose tellement facile à faire, puisqu'il a fallu que nous rejouions tous nos outils, que nous faisions beaucoup de modifications. Quoi qu'il en soit, on est assez fiers de pouvoir dire que nous avons été les premiers sur le marché à pouvoir faire bénéficier à nos assurés de ce type de garantie, puisque nous avons ouvert via Cofanet le 23 avril ces possibilités. Donc, si vous revenez au 27 mars, 23 avril, ça fait moins d'un mois. C'était pas gagné. Le début des réunions qu'on a fait en interne, on ne s'attendait pas à arriver au 23 avril. Et l'usage pour le client est extrêmement facile, puisqu'en 3 clics, il peut bénéficier de sa garantie. Dans tous nos systèmes, les règles d'éligibilité ont bien été monitorées, ce qui fait que quand le client n'a pas la possibilité de la commander, ça veut dire que les critères d'éligibilité ne sont pas là. Une petite précision, mais j'imagine qu'il y aura des questions, donc je préfère le dire. Aujourd'hui, beaucoup d'articles expliquent qu'il y a encore d'autres négociations. Je confirme, nous avons encore des négociations sur d'autres types de CAP, mais qui aujourd'hui ne sont toujours pas signés à l'heure où je vous parle. Je crois que je passe la main pour les services d'information à François. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok. On a vu d'une part avec Bruno et Frédéric la situation un peu globale et puis la vision risque liée à cette pandémie. On a vu avec Christelle tout ce qui était mis en place et ça a été mis en place, je vous confirme, très très vite dans le cadre des contrats d'assurance crédit pour effectivement accompagner au mieux cette crise. Je voudrais faire un focus sur les services qu'on est à même de mettre à votre disposition, que vous soyez assuré ou non assuré crédit, et qui vont vous permettre effectivement
de répondre à une problématique dans cette période de reprise lente mais à un très très haut niveau de risque. C'est d'une part d'avoir une bonne compréhension de l'état dans lequel peuvent être vos clients, vos fournisseurs, avec les services d'information de Coface, et en cas d'impayé, en France ou à l'étranger, quels sont les services de Coface également qui sont à votre disposition pour répondre à ces problématiques. Sur la partie information, sans rentrer dans le détail de nos offres, ce que je voudrais pouvoir vous dire, c'est que on utilise pour notre propre besoin chez Coface, pour l'analyse des acheteurs, une base de données d'information qui est extrêmement riche, qui a un scope international, puisqu'elle s'appuie effectivement sur des équipes et des moyens qui sont la résultante de notre présence dans plus de 100 pays aujourd'hui. Et qui nous permettent de collecter toute une série d'informations, de s'appuyer sur les analyses de notre département de recherche économique, sur les plus de 650 arbitres et analystes qui œuvrent partout dans le monde pour évaluer les entreprises. Et tout ça nous permet d'avoir une très très forte granularité d'informations. Vous le voyez, c'est régulièrement, ça apparaît régulièrement dans la presse, toutes nos analyses de risque pays, sectorielles, et bien évidemment, on descend jusqu'à l'entreprise, et c'est à ce type d'informations qu'on vous propose d'accéder pour pouvoir mesurer d'une part la capacité de vos clients à honorer leurs engagements financiers et à mesurer le plus clairement possible le risque de défaillance. Comment on travaille? En fait, on va s'appuyer sur toute une série de données disponibles dans l'ensemble des pays, des données qu'on va chercher au travers de partenaires, des données qu'on va récupérer auprès de nos analystes, auprès de l'arbitrage également, des données qu'on collecte de part et d'autre pour avoir une vision la plus précise et la plus réactive possible de l'état des entreprises. Et j'insiste sur cette réactivité. Le propre d'un assureur crédit, notamment dans une période de fort risque comme nous la vivons actuellement, c'est de pouvoir être très très réactif et de donner une vision en quasi temps réel sur l'état des entreprises, et c'est toute la valeur ajoutée de Coface aujourd'hui. Et pour ce faire, en fait, on met à disposition des interfaces d'accès à l'information, des flux d'informations qui vont vous permettre effectivement de gérer au plus près le risque de contrepartie, que ce soit en France ou à l'international, en accédant bien évidemment de manière très classique à des rapports d'informations, mais de manière peut-être plus importante aujourd'hui, en accédant au DRA, donc au score Coface, le Debtor Risk Assessment, pour évaluer le risque de défaut de vos contreparties, clients ou fournisseurs d'ailleurs, et pour avoir une vision des encours conseillés par Coface. En fait, notre métier premier, c'est la gestion du risque, et la principale valeur ajoutée qu'on peut vous apporter aujourd'hui, c'est de vous dire, sur un deal que vous avez avec une contrepartie, quelle serait notre position si on était à votre place. Voilà pour la partie information. Sur la partie recouvrement, vous savez que dans notre métier d'assureur crédit, en fait, on fait du recouvrement pour récupérer les sommes impayées sur lesquelles on a éventuellement indemnisé nos assurés. Je voudrais juste rappeler une petite chose ici, deux petites choses. La première, c'est que ne serait-ce que dans une période normale, 25% des dépôts de bilan sont dus à des impayés. Donc en fait, cette notion d'impayé, elle est cruciale. Et je rappelle également que si je peux donner qu'un exemple, si vous avez un business sur lequel votre taux de marge est 4% et que vous avez un impayé de 5 000 euros, facture impayée de 5 000 euros, eh bien, il vous faudra réaliser un chiffre d'affaires additionnel de 125 000 euros pour le compenser. Donc, encore une fois, ce risque d'impayé, il va augmenter dans les semaines, mois à venir. Il ne faut absolument pas le laisser de côté, il faut pouvoir s'appuyer sur un partenaire de référence. Dans ce cadre-là, effectivement, on fait depuis des années du recouvrement, puisque c'est un pilier de l'assurance crédit. On le gère pour nos propres besoins, et pour votre information, on gère plus de 63 000 dossiers
de recouvrement par an, partout dans le monde. Et on s'appuie encore une fois sur une organisation locale pour pouvoir vous apporter une réponse globale sur ce sujet-là. Quel est notre savoir-faire en matière de recouvrement? Comme je vous le disais à l'instant, une présence locale, des bureaux de COFAS dans plus de 48 pays, 245 experts internes dédiés au recouvrement, et on s'est allié également les services de plus de 180 cabinets d'avocats et de fournisseurs de prestations de recouvrement externes qui sont sélectionnés et benchmarkés chaque année. En interne, bien évidemment, on a un personnel très qualifié puisque c'est un métier qu'on opère depuis des années et des années et qui nous permet d'avoir des taux de recouvrement très très bons. On travaille également au sein d'un même outil qui nous permet de donner à nos clients une vision très très unifiée de l'état de leur dossier, qu'ils aient un impayé en France, au Japon, en Chine ou aux États-Unis. On est à même de leur donner les évolutions sur chacun de leurs dossiers. Et dans l'objectif, bien évidemment, de vous offrir un service de la meilleure qualité possible, puisque dans le cas des offres de recouvrement de COFAS, nous, on ne se rémunère que si on recouvre les créances et que, effectivement, on ramène l'argent chez vous. Une petite chose également est importante à noter, c'est qu'effectivement, au vu de notre expérience, on s'est adapté nos stratégies de recouvrement et le point crucial de l'offre recouvrement de COFAS, c'est que quand on s'adresse à un débiteur, il a toujours la crainte qu'effectivement, s'il devient un mauvais payeur, que COFAS supprime ses garanties, et ça les incite en règle générale à régler au plus vite leurs impayés. Voilà, je voulais partager avec vous cette vision très très rapide de nos prestations hors assurance crédit. J'en ai terminé, je laisse la parole à Guilhermé pour le mot de la fin avant de passer aux questions-réponses. Donc, merci à tous encore pour votre présence et merci à nos intervenants pour chaque intervention très riche d'informations et très, très pertinente, compte tenu de la crise que nous traversons. Et nous passons à la séance de questions et réponses. Et Louisa, si tu peux donner les instructions, s'il te plaît. Oui, alors vous avez plusieurs possibilités si vous voulez, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Au centre de votre écran, vous avez quelques commandes. En cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez afficher notamment le Q&A. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par écrit. Et juste au-dessus de la ligne de Q&A, vous avez également une petite main qui vous permet de signifier que vous souhaitez prendre la parole pour poser une question. Et on viendra vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas. Et, nous avons une première question. Je pense que Bruno pourra apporter quelques éléments d'éclairage. Bruno, si tu vas voir la question? Oui. Alors, quelles sont vos anticipations s'il se produit une flambée sociale au 3e et 4e trimestre en France? Entre parenthèses, contestation des violences policières, pic de chômage, gilets jaunes. Alors, effectivement, alors les caractéristiques de la crise sociale que vous évoquez, en fait, bon, on a des précédents. Et c'est ça le grand avantage, par exemple, pour nous, économistes, par rapport à cette crise de Covid, c'est qu'on a des précédents. Et en fait, en tout cas, alors, après, la deuxième partie de ma réponse viendra compléter, mais si on compare Gilets jaunes et ce qu'on vit actuellement, les Gilets jaunes, ça avait coûté à peu près 0,1% du PIB. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir en termes d'ampleur. Et d'ailleurs, même au moment des grandes grèves que nous avons eues en fin et début d'année, par exemple, à chaque fois, on comparait à 1995 ou on comparait à moins 0,3 points de PIB. Et qui ensuite, en fait, retrouvait justement ces points de PIB perdus assez vite dès le trimestre suivant. Alors que là, vous voyez, même sur 2 semaines de confinement, on est sur quelque chose de 50, 60 fois plus important. Donc, et après, voilà, si on fera l'ensemble de la crise, on sera sur quelque chose évidemment d'absolument incomparable.
Après, en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça pourrait évidemment en fait jouer sur la confiance des ménages. On a vu lors de la crise des Gilets jaunes que la confiance des ménages avait chuté. Bon, après, elle avait rebondi assez vite une fois que la crise était passée, ou en tout cas s'était calmée en janvier. Alors, ça pourrait retarder effectivement ce rebond de la confiance des ménages, mais on va dire que, alors, selon nous, en cas de scénario de risque, donc avec, sur ce que je vous ai montré comme graphique, avec une seconde vague de la pandémie, on serait sur de l'ordre de moins 15% de croissance cette année au lieu de moins 11,6. Mais encore une fois, là, on est très très loin de ça. Les événements que vous évoquez, en réalité, ont quand même un impact, en tout cas en termes purement économiques, même si ça peut évidemment toucher plus ou moins certains secteurs, purement macroéconomiques assez faibles, surtout au regard de cette crise-là. Et donc, Bruno, je te laisse la parole. Enfin, il y a une deuxième question auquel tu pourrais peut-être apporter des éléments de réponse, qui est comment sont impactés les pays du Maghreb, en fait. Oui, alors par rapport aux pays du Maghreb, en fait, on a deux situations assez différentes. Bon, globalement, les pays émergents, évidemment, sont affectés. Alors, il y a trois raisons principales pour lesquelles les pays émergents peuvent être affectés. Il y a ceux qui ont été très affectés par la pandémie et qui ont dû complètement confiner leur économie. Et donc, pour ces pays-là, évidemment, les grands problèmes en termes de dette, etc., puisqu'on a une chute des revenus en raison de la chute de l'activité. Puis, on a des dépenses de santé, mais aussi de soutien aux entreprises qui sont gigantesques. Alors, évidemment, les pays développés comme France, États-Unis, et puis globalement, en fait, tous les pays de la zone euro peuvent se le permettre, puisque les marchés ont relativement confiance, même si on a vu évidemment certaines tensions sur l'Italie. Mais pour des pays émergents, on a beaucoup plus de difficultés à se financer sur les marchés, et encore plus si on a des très fortes hausses de dépenses. Donc, on a ce risque souverain sur certains pays émergents et surtout ceux qui ont été les plus affectés par la pandémie. Et puis ensuite, on a deux effets, on va dire, dirons-nous, indirects de la pandémie, qui sont d'une part la chute des cours du pétrole. Et en raison de la chute des cours du pétrole, on a les pays principalement exportateurs de matières premières et puis ici de pétrole qui sont très affectés. Et parmi eux et surtout, on a l'Algérie par exemple. Pour l'Algérie, il faut un baril du pétrole très cher afin d'équilibrer les comptes. D'après les prévisions du FMI, on est sur quelque chose de moins 15% de déficit du PIB, pardon. En Algérie, l'Algérie sera très affectée par la chute des cours du pétrole en lien avec la chute de la demande mondiale. Et puis, d'autre part, on a le troisième impact qui est celui de la chute des revenus du tourisme. En effet, le tourisme mondial est très affecté. Et puis, on sait très bien que, notamment, la Tunisie et le Maroc sont très dépendants du tourisme européen. Or, bon, l'Union européenne a annoncé il y a quelques heures qu'on allait potentiellement commencer à ouvrir les frontières aux pays hors Union européenne. Il faut voir dans quelle mesure. Mais surtout, cet été, on va essayer de favoriser le tourisme intra-européen. Alors, il y a intra même pays et puis ensuite intra-européen. Et donc, on devrait avoir une chute tout simplement du nombre de touristes européens au Maroc et en Tunisie. Et donc, ça fait, et sachant que pour ces pays-là, c'est vraiment une part substantielle du PIB. Donc, ces pays-là sont très affectés. Et on va avoir une récession dans ces trois pays-là, mais en raison de raisons assez différentes. Et, merci Bruno. Nous avons beaucoup de questions sur les dispositifs CAP. Donc je vais passer la parole, comme attendu d'ailleurs, je vais passer la parole à Christelle. Il verra l'ordre d'arrivée. Voilà. Je vais prendre la première question, mais je crois que François, il l'avait déjà posée dans d'autres enceintes. Donc je réponds à François qui pose la question. Tout le monde ne voit pas la question, donc je la lis. C'est ça, je crois, Guillaume. Oui, tu dois la lire. Oui. Okay. Pourquoi pour certains pays pourtant éligibles au CAP France Export de la BPI, la COFAF n'accepte pas de délivrer le CAP, exemple Liban? Donc j'espère que François, tu m'écoutes et que je vais donner la même réponse qu'on a dû te répondre. Donc en fait, COFAF a pris comme parti d'être totalement cohérent avec la liste de pays que nous couvrons. C'est-à-dire que la DREG note les pays de A à D, voire à E. Sur D et E, ce sont des pays sur lesquels nous ne souhaitons pas couvrir. Je vous ai montré tout à l'heure que notamment sur CAP France Export,
BPI nous a demandé de conserver du risque. Nous avons expliqué à BPI que comme nous conservons du risque, il n'était absolument pas normal d'être pas cohérent avec nos listes de pays. Le Liban est dans nos pays, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Bruno, D, je pense, j'espère bien. Donc ça veut dire que la liste D, nous l'avons exclue. Donc BPI peut le couvrir pour d'autres assureurs, mais nous n'avons pas ni les pays D ni les pays E dans le dispositif Cap France Export. Et pour préciser, Christelle, pour la partie DREG, effectivement, la note D, enfin l'évaluation D pour le Liban se justifie parfaitement à notre sens en raison du dépôt du pays sur sa dette externe fin mars, sur le fait qu'on a affaire à un pays qui a une dette de l'ordre de 160% du PIB. Et puis c'est en plus au-delà de ça, c'est un pays qui dépend fortement du tourisme, c'est autour de 19-20% du PIB, avec la crise actuelle, on a un côté explosif qui, selon nous, justifie pleinement une note D. Cette année, on va avoir un recul du PIB de l'ordre de 13% au Liban, donc pays évidemment extrêmement risqué, selon nous. Et je précise, merci de m'avoir donné cette précision, je précise que tous ces dispositifs État, même si nous sommes distributeurs pour le compte de l'État, nous sommes aussi dans l'obligation, et c'est bien normal, de monitorer les risques. Il n'est pas question de faire prendre des risques à l'État qu'on ne souhaiterait même pas prendre nous-mêmes. Donc, on est complètement cohérent avec ce qu'ils nous ont demandé de faire et sur la politique des risques que nous avons déjà chez COFAS. Christelle, ensuite, il y a une question facile sur la durée prévue du dispositif CAP et CAP+. Tu veux y répondre, Guillaume? Non, vas-y, je te laisse. Je connais la réponse, mais je te laisse continuer. Ouais, j'imagine bien. Le dispositif, il est signé pour tous les assureurs aujourd'hui jusqu'au 30 décembre. Ne me demandez pas pourquoi on n'a pas été au 31. Peut-être que nos amis de Bercy préféraient finir leur compte au 31. Nous avons tout signé jusqu'au 30 décembre. Évidemment, comme en 2008 ou en 2019, si la crise, et Bruno nous a quand même donné des paysages avec des scénarios qui pourraient durer, continuait, bien entendu, on pourrait certainement continuer ces dispositifs, mais aujourd'hui, c'est signé jusqu'au 30 décembre. Et ensuite, une question, une piqûre de rappel par Frédéric. Frédéric, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Quels secteurs, selon vous, seront le plus touchés par les défaillances? Donc, on va donner une réponse assez schématique. Mais... Oui, je pense que de toute façon, on le voit déjà. Il va y avoir tout ce qui est commerce de détail non alimentaire, notamment en France, beaucoup sur le secteur du textile qui était déjà en difficulté et qui enchaîne et qui là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà quelques grosses défaillances. Dans la restauration aussi, ça va être extrêmement compliqué. Et après, là, tout ça, par contre, c'est du risque un peu diffus. Dans le sens où c'est pas du tout négligeable, hein, mais ce sont des petits encours. Après, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais il ne faut pas le négliger. Par contre, en termes de sinistralité de pointe, c'est-à-dire quelques grosses défaillances qui pourraient arriver, c'est dans le secteur sur lequel j'ai beaucoup insisté, qui est l'automobile. Je ne parle pas des constructeurs, fort heureusement, mais je pense que parmi les équipementiers automobiles, quelques-uns vont avoir de grosses difficultés. Et aussi dans un secteur qui est assez proche en termes de philosophie et de contraintes dont j'ai pas parlé, mais dont j'avais parlé la dernière fois, et puis qui est d'actualité puisqu'il fait l'objet d'un plan massif lui aussi annoncé par le gouvernement hier. C'est tout le secteur de la construction aéronautique. Donc là aussi, pas chez les constructeurs, en même temps ils sont assez limités, mais plus dans la sous-traitance. Donc là, il pourrait y avoir quelques défaillances assez importantes, parce que là, par contre, on ne parle pas de PME, hein, on parle de grosses ETI, voire de grandes entreprises. Et on trouve une logique assez comparable entre ces deux secteurs. Donc je dirais une sinistralité de fréquence sur les secteurs du service, notamment tout ce qui est restauration ou dans le commerce de détail non alimentaire, et peut-être aussi une sinistralité de pointe sur la sous-traitance automobile et aéronautique. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Et une deuxième question sur notre manière d'analyser le risque. En cette situation, Frédéric, si tu veux continuer, c'est la question qui
posée par Christophe Mathieu. Vos modèles de risque vont-ils intégrer l'impact des reports d'échéances sociales et fiscales et les PGE sur la trésorerie et le cash flow des bénéficiaires dans les mois à venir? On est un métier court-termiste dans l'assurance crédit. Donc, notre raison d'être, c'est surtout de voir si les entreprises sont suffisamment solvables pour faire face à leurs échéances, notamment leurs échéances vis-à-vis de leurs propres fournisseurs à court terme. Donc, tout ce qui permet de soutenir la trésorerie et de permettre aux entreprises de rester liquides et solvables pour faire face à leurs exigences vis-à-vis des fournisseurs est bien évidemment pris en compte. Après, on a aussi un devoir de prévention, puisque si nos garanties sont tous là pour garantir le bon paiement des fournisseurs à court terme, elles sont là aussi pour donner une indication sur la solvabilité et la pérennité des entreprises sur le long terme. Puisque garantir dans les 3 mois, c'est une chose. Et après, s'il s'agit de se baser uniquement sur ça pour pouvoir maintenir des relations de long terme avec une entreprise, c'est pas suffisant. Donc, je dirais que toutes ces aides de report d'échéances fiscales et de PGE, ça permet oui, c'est pris en compte pour maintenir des garanties sur des dossiers à court terme. Ceci dit, c'est pas non plus la solution pour la pérennité de l'entreprise, parce que de toute façon, ces reports prendront fin tôt ou tard, et le PGE, il ne faut pas oublier que dans PGE, il y a le mot paie, prêt. Tôt ou tard, il faudra rembourser. Ça rajoute aussi de la dette à la dette. Mais à court terme, oui, c'est un élément qui est pris en compte, bien évidemment. C'est fait pour améliorer la trésorerie des entreprises au départ, pour leur éviter un effondrement et un collapse de trésorerie. Merci Frédéric. Christelle, il y a une série de questions, quelques questions sur, même si nous ne les représentons pas, ils sont plutôt nos clients, et des facteurs, notamment dans les discussions autour du dispositif d'État. Est-ce que tu peux donner une vision générale, un petit peu de ce que, je vais la donner, de comment ça s'embrique en fait? Il y avait une question sur le CAP un peu avant d'ailleurs. Une question de Monsieur Béjanin. Serait-il possible de simplifier les demandes d'augmentation des CAP? Le système est très simple pour les premières demandes et réponse instantanée en ligne dans Cofanet, mais pour les augmentations, il faut le formuler par mail, c'est moins réactif. Alors, j'ai écrit sur mon petit cahier le sujet parce que je ne savais pas qu'il fallait les formuler par mail. Je pense juste que ce sujet-là alors est un peu technique, mais j'ai l'impression, après on pourra peut-être te revenir vers nous pour avoir plus de précision, que le cas qui est posé est dans le cas où vous n'allez pas jusqu'au bout des 3 mois, et on a bien dit que ces garanties étaient pour 3 mois. Donc, la simplicité, elle est au bout de 3 mois, on la resouscrit en 3 clics. Si effectivement on veut la suspendre dans les 3 mois, c'est un autre sujet. Donc, il faudra peut-être qu'on revienne ou qu'ils reviennent vers un account manager, on pourra discuter avec eux. Et donc, effectivement, tu as raison, il y a un certain nombre de questions sur l'affacturage, à partir de laquelle Oui, à partir de puisque vous avez accès à des interlocuteurs de Bercy. Voilà. Ah oui. Alors, il y a une question qui nous dit, puisque vous avez accès à des interlocuteurs de Bercy, pouvez-vous intervenir pour que les facteurs complètent vos actions? Je ne sais pas comment il faut le prendre dans complète vos actions. Jouent également le jeu et assurent le financement des encours que les assureurs crédits via les OAL, etc. Moi, je vais répondre à l'envers. Je suis désolée, mais le dispositif Cap Plus, Cap France Export, intègre les facteurs. À aujourd'hui, il n'intègre que les facteurs dont on traite que l'on traite en ligne à ligne. Donc, il ne les met pas en dehors. Après une intervention via Bercy pour qu'on complète nos actions, je demanderai à la personne qui l'a posé, Monsieur Méchin, de préciser un peu parce que j'avoue que je ne la comprends pas complètement et je ne voudrais pas répondre à côté. Oui. Oui, sachant que de manière générale, les facteurs sont nos clients, hein, donc nous les accompagnons aussi avec ces dispositifs. Absolument, ils sont tous des grands garçons, ils sont aussi organisés
bien organisés pour se faire représenter. Et bien entendu, nous suivons, comme eux suivent nos actions, aussi leurs actions en fait. Donc, il y a des questions sur, Bruno, pour te redonner la parole, quelques questions sur l'Afrique de l'Est et particulièrement le Sénégal, ensuite quelques pays de l'Amérique latine, j'ai vu le Mexique et l'Algérie, voilà, notamment sur le risque de non-transfert de devises. Enfin, D'accord. Bon, alors, en tant qu'économiste Europe de l'Ouest, ouais. je vais répondre le mieux possible à toutes ces questions. Pour l'Algérie, oui, évidemment, à partir du moment où, bon, déjà en fin d'année dernière, on a eu des situations difficiles, encore une fois, en temps de crise, et avec un tourisme qui lui aussi avec du coup des rentrées moindres, pardon, de devises via le pétrole. Évidemment, ça va générer des tensions sur les réserves du pays. Et évidemment, tout de suite derrière, on a des risques de change. Ensuite, j'ai une question de Franck Rodier sur quid des risques inflationnistes. Alors, les risques inflationnistes, pour le moment, on est plutôt sur une situation inverse. Pour le moment, l'inflation est extrêmement faible. On a même certains doutes au niveau de la Banque centrale européenne sur une inflation qui serait quasiment négative. On a plutôt peur en réalité du risque déflationniste. Alors, dans beaucoup de pays, on a eu une inflation de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,5% en termes annuels parce que les cours du pétrole ont chuté. Si on regarde plutôt l'inflation sous-jacente, donc si on enlève toutes les variables extrêmement volatiles, on est plutôt à 0,9. Je peux couper la parole, mais on a un message qui nous demande de couper, de mettre en mute. Ils n'entendent pas bien à part toi. On peut tous se mettre en mute parce qu'on nous dit qu'on ne nous entend pas. Ah, c'est bon? Génial. Très bien. Et donc oui, actuellement en fait, c'est vrai que parfois dans le débat économique, ou en tout cas même dans la perception des ménages, on a toujours cette question de l'inflation, En tout cas, si on regarde en termes statistiques, on est plutôt en réalité, d'après la Banque centrale européenne, dans un risque d'inflation trop faible, voire négative, puisqu'on vise 2% et qu'on est plutôt à 0,9. Et au point où même, d'ailleurs, c'est pourquoi la Banque centrale européenne a annoncé des programmes d'achat d'actifs extrêmement massifs. On est à 750 milliards, on a annoncé 500 milliards de plus la semaine dernière. Et donc en fait, tout ça pour dire qu'au final, on a même la sensation dans les institutions européennes et d'après les données qu'on est plutôt sur quelque chose de déflationniste avec une demande qui a eu du mal et puis un pétrole qui diminue. Donc pour le moment, après sur certains produits, certains secteurs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pression inflationniste à partir du moment où l'offre est, on va dire, est empêchée et donc on a tout de suite des tensions inflationnistes, mais c'est vraiment très très ponctuel. Pardon, excusez-moi. Après, alors en revanche, je vous avoue que sur le Sénégal, je ne saurais pas y répondre, et encore moins après sur les domaines de l'affacturage ou d'attribution, d'agrément. Sur ça, si vous voulez, je peux ensuite vous renvoyer vers notre économiste Afrique. Et concernant une question de Franck Rodier sur les chiffres du T2, T3 2020, est-ce qu'ils ne vont pas modifier de manière significative les projections que nous présentons? Alors, il y a effectivement toujours ce risque. Face à une crise d'une telle ampleur, je pense qu'il faut être extrêmement humble. Encore une fois, c'est une crise sans précédent dans laquelle on essaye toujours évidemment d'estimer au plus près ces résultats. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on est globalement assez aligné avec, bon, d'ailleurs, c'est déjà ce que prévoit le gouvernement, avec également ce qu'a prévu la Banque de France. L'OCDE, aujourd'hui, prévoit aussi moins 11,4, par exemple, pour la France. Tout l'Institut statistique prévoit à peu près les mêmes chutes de croissance au T2, justement, quelque chose de l'ordre de moins 15, moins 20%. Donc après, évidemment, on parle de plus d'ampleur qu'on pourrait revoir nos prévisions à la hausse ou à la baisse, mais on va dire que tout en restant humble, on espère ne pas avoir à revenir énormément dessus.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions économiques, je regarde. Je sais pas, peut-être. Ah oui, pardon, j'ai une question d'Aurélie Boulet sur les déclarations, sur la date. Alors, la date de déclaration de défaillance des entreprises françaises déterminée au 24 août. Qu'en est-il sur les autres pays européens? Et ça, alors ça, c'est justement tout l'objet de notre publication à venir mardi prochain. Mais globalement, en Allemagne, ça va jusqu'au 31 septembre. Enfin, 30 septembre. En Italie, on est jusqu'en septembre également. Enfin, on est jusqu'au 30 juin. Ni le dirigeant d'entreprise ni le créancier carrément ne peuvent ouvrir une procédure de défaillance. Et jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise, on va dire, de mettre en liquidation une société dont le capital social est inférieur au minimum légal. Au Royaume-Uni, on a également une suspension, on va dire, des poursuites pénales si vous continuez à produire et à échanger jusqu'en juillet. Et en Espagne, c'est jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, on a prolongé là-bas. On va dire la suspension de l'obligation de faire des faillances. Et également, on a suspendu la possibilité pour les créanciers là-bas de lancer une procédure de défaillance contre une entreprise. Vous voyez, en fait, on a vraiment des cadres légaux différents dans les différents pays, avec des situations différentes en ce qui concerne le dirigeant d'entreprise également, les créanciers, et tout ça, encore une fois, on va essayer d'exploiter de façon très claire dans la publication de mardi prochain, qui sera évidemment publique. Je vous repasse la main peut-être pour d'autres questions. Oui, je n'ai pas. Vous m'entendez plus? Allô, Si, Louisa, je Guillaume, m'entends. mais on t'entend. On t'entend. Ah, très bien. Donc, on a encore le temps pour traiter 2 questions. Donc, je vais passer la parole à Frédéric qui a une question sur la grande distribution. Tu avais déjà commencé à répondre, Frédéric. Et si tu peux juste faire un petit point rapide spécifiquement sur la GMS qui était fragilisée avant la crise, en fait. Et qui, on l'entend pas. Oui, excusez-moi, je m'étais mis en mute. Et on l'entend. Et là, vous m'entendez? Okay. Très bien. Voilà, excusez-moi, je m'étais mis en mute, j'avais pas eu le réflexe de me démuter. Bon, c'est un bien grand mot de dire que le secteur de la grande distribution est fragile, enfin était déjà fragilisé. Disons qu'il fait partie de ces secteurs qui subissent un bouleversement, aussi un changement de comportement et puis un changement structurel qui a commencé il y a quelque temps déjà. Et on va dire que la crise, enfin le confinement qui s'est produit ces dernières semaines n'a pas forcément changé fondamentalement les choses dans l'évolution qu'on constate dans le secteur de la grande distribution. Ça peut être renforcé quelques tendances. Les tendances, c'est que les formats traditionnels de la grande distribution sont en train d'être bouleversés. Ce que j'avais dit la dernière fois, le format classique qui est l'hypermarché en périphérie de ville et qui est très attaché à la sociologie traditionnelle des pays développés, c'est-à-dire la classe moyenne, eh bien, évolue un peu dans le même sens que la classe moyenne dans les pays développés, c'est-à-dire se réduit tout simplement, et au profit des autres formats de distribution qui s'adressent plus aux 2 extrêmes de la classe sociale, qui sont les classes aisées pour les supermarchés, les petites surfaces de centre-ville, avec des produits plutôt bio et pas forcément très bon marché. Et puis, de l'autre côté, pour des classes un peu plus populaires en province, avec le hard discount. Et là-dessus, vous avez bien évidemment toujours, dès qu'on parle de distribution, le trouble fait qui est l'e-commerce, et qui, avec la surface de proximité, a été le canal de distribution qui a le plus profité de ces mesures de confinement.
De là à dire que pour la grande distribution, notamment alimentaire, l'Internet va prendre encore beaucoup plus de place, il va continuer à progresser, mais il ne sera pas forcément le canal de distribution le plus important, comme on peut le voir dans d'autres formes de distribution. Ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de cette redistribution des cartes dans les surfaces, les types de surfaces, donc au détriment des hyper et au profit des supermarchés de centre-ville et puis des hard discounters. L'autre chose aussi qui va certainement changer dans la grande distribution, c'est que on le voit déjà d'ailleurs, la grande distribution va de plus en plus se recentrer sur ce qui était son métier de base, c'est-à-dire la grande distribution alimentaire, et se développer de moins en moins dans la distribution autre que alimentaire, c'est-à-dire dans l'électroménager, les produits blancs, les produits bruns, voire même le textile. Donc voilà, je dirais que les tendances de fond qui étaient déjà là avant la crise n'ont pas été forcément bouleversées par la crise, enfin le confinement, qui a peut-être juste un petit peu plus renforcé une tendance qui était vue sur les petites surfaces de centre-ville et le e-commerce. Note positive. Pour finir sur une note positive, une dernière question, Frédéric Lourtois. Quelle opinion portez-vous sur les risques liés au secteur des télécoms? Plutôt sollicité ces temps-ci. Oui, alors vaste programme, vaste sujet. Les télécoms, c'est vaste comme sujet. Si on parle des opérateurs téléphoniques, en tout cas en France, c'est sûr qu'ils ont bénéficié un peu ces dernières semaines de la situation, puisque la preuve, en ce moment, si on arrive à faire cette webconférence, c'est grâce à eux. Ceci dit, là aussi, attention, ce qui s'est passé, c'est un peu comme la grande distribution. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, là pour le coup, ne va pas fondamentalement modifier les grandes tendances de ce secteur, comme je l'ai dit pour la grande distribution, et les grandes tendances pour ce secteur, en tout cas dans un pays comme la France, c'est que, déjà, il y a peut-être un opérateur de trop, puisque il y a quand même une concurrence assez sauvage entre les 4 grands opérateurs. Qui ont de plus en plus de mal à maintenir des marges importantes, qui se font une concurrence féroce. Entre parenthèses, c'est un peu aussi la fable de l'arroseur arrosé. Je ne vais pas donner de nom pour pas citer des marques, mais celui qui a été un peu le poil à gratter parmi ces 4 opérateurs, vous reconnaîtrez tout de suite qui c'est, a été un peu pris à son propre jeu, parce que derrière, en cassant les prix, les autres ont cassé encore plus les prix, sont lancés dans une guerre de contenu, et il a un peu de mal à suivre. Donc déjà, il y a ça, et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est une tendance de fond. Et l'autre, donc vous avez des marges, un prix gagné sur chaque utilisateur que nous sommes, qui est de plus en plus faible. Et derrière, il y a de gros enjeux en termes d'investissement très très lourds, stratégiques, qui sont, c'est quand même un secteur éminemment capitalistique, et qui est, après le plan haut débit, qui est toujours en cours, il faut continuer à installer du haut débit en France, vient la 5G, qui va également, qui a pris un peu de retard dans le contexte actuel, mais qui va être très lourd en termes d'investissement pour les opérateurs. Et à part l'opérateur historique qui a largement les moyens, c'est quand même un sujet pour les autres. Après, si on élargit un peu, j'ai une petite idée sur qui a posé la question, si on élargit un peu sur cette question des télécoms aux médias, les médias ont été aussi, en termes d'audience, les grands gagnants du confinement, et en termes de rémunération, les grands perdants, tout simplement parce que je parle des médias, je parle pas des journaux, je parle des médias audiovisuels, mais ça s'est aussi traduit par un effondrement de leurs recettes publicitaires, puisque les entreprises ont moins dépensé en dépenses publicitaires, donc ce qui fait que les audiences ont peut-être progressé, mais ça n'a pas rapporté véritablement plus de revenus et de cash pour les entreprises du secteur. Donc pour répondre à la question, je pense que télécom, c'est comme pour la grande distribution, il y a des grandes tendances de fond
assez structurantes qui sont en train de modifier, bouleverser ces deux secteurs-là. Peut-être un problème d'un acteur de trop dans les télécoms avec des investissements qui sont à venir importants. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines ne va pas changer fondamentalement la donne. Merci Frédéric. Nous allons nous arrêter. Il est 17h30 passé. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Merci également pour vos remarques dont nous tiendrons compte pour l'organisation du prochain webinaire. Et nous n'avons pas encore la date, mais nous savons qu'il aura lieu en juillet. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous considérons ça relève de notre devoir de vous informer, de vous accompagner en ce temps difficile, de vous mettre à disposition notre expertise et toute nouvelle offre, dont la nouvelle offre d'information ô combien importante pour la prévention, cœur même de notre offre, joue tout son rôle. Et donc merci encore une fois, merci à nos intervenants et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires COFAS. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.